La tragédie de College City. Heavy D and Puff Daddy Celebrity Charity Basketball Game. Le titre est affiché en gras sur toutes les affiches et les sponsors ont appelé l'événement, qui aura lieu le 28 décembre 1991, l'événement à ne surtout pas manquer. Avec des apparitions de certains de vos favoris comme Heavy D, des membres de Run DMC, Jodeci, Boyz II Men et bien d'autres, ce fiasco étoilé était vraiment une nuit à retenir, mais malheureusement pour de mauvaises raisons. Ce qui était censé être une nuit pleine de fun s'est rapidement transformé en une véritable catastrophe avec non pas une mais deux bousculades dues à plusieurs incidents et un accident collectif qui a coûté la vie à de nombreuses personnes, laissant tous les participants confus et traumatisés. Et c'est Diddy qui allait devoir ramasser les morceaux. Salut à tous et bienvenue sur la chaîne qui dévoile la face cachée des célébrités. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'univers du drame de College City. Alors si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Cela fait officiellement plus d'un an que 10 personnes ont été tuées et de nombreuses autres blessées lors du bain de foule d'Astroworld qui a eu lieu le 5 novembre 2021 à Houston, au Texas. Travis Scott, le rappeur autotuné préféré de tous, et je dis bien de tous, a été pris au piège dans une gigantesque tempête infernale lorsqu'il a organisé son événement annuel Astroworld. L'événement a entraîné des morts, incluant des enfants, et lui a valu un procès de 10 milliards de dollars après qu'une foule de près de 50 000 personnes ait été prise dans une piscine à vagues humaine, mais sans eau. Comme pour toute catastrophe de masse, de nombreuses spéculations autour de cet incident tragique ont commencé à circuler et tous les doigts se sont finalement pointés vers Travis. La tragédie n'en est pas moins tragique, mais ce n'est pas la première fois qu'un rappeur ou des rappeurs se retrouvent impliqués dans une catastrophe de ce genre. En effet, 30 ans avant Astroworld, il y a eu le Diddy's Deadly Stampede, également connu sous le nom de College City Tragedy, où des participants à l'événement ont été tués et des dizaines de personnes blessées. Ce sera d'ailleurs bientôt l'anniversaire de l'incident inexplicable de College City, où 9 personnes ont perdu la vie. Les gens voulaient juste voir leur star préférée se prendre pour Kobe le temps d'une soirée lors de ce qui était annoncé comme le Heavy D and Puff Daddy Celebrity Charity Basketball Game. Des étudiants, des mères avec leurs enfants et des fans de sport se sont tenus pendant des heures devant le gymnase de College City afin de pénétrer à l'intérieur du bâtiment principal, impatients de voir les célébrités et les nombreux invités qui allaient être présents. L'air frais de New York mélangé à l'excitation de milliers de personnes promettait une soirée géniale. Séparés en deux files, une pour ceux qui avaient déjà acheté leur billet et une autre pour ceux qui n'en possédaient pas encore un, des dizaines d'agents de sécurité avaient été engagés pour surveiller la foule grandissante qui entourait progressivement les bâtiments du collège et débordait même sur la route. Tout semblait être sous contrôle jusqu'à ce que les deux files d'attente menant à l'événement se transforment en trois. La troisième, complètement désordonnée, est remplie de participants qui n'ont pas de billets et qui n'ont pas l'intention d'en obtenir un. Pendant ce temps, à l'intérieur du bâtiment, la foule se presse, impatiente de franchir les portes menant au Nat Holman Gymnasium où se trouvent les artistes. Quelques guichetiers sont sur place, jetant un coup d'œil rapide aux billets d'entrée achetés par les gens. Ceux qui s'occupent de collecter l'argent ne sont pas loin d'eux, incluant un inconnu, Diddy, ainsi qu'une femme nommée Jessica Rosenblum qui aurait été le manager de Diddy et d'autres artistes rap à cette époque. D'autres rapports prétendent que les deux étaient en couple, mais ce n'est pas le cas. Jessica, en mini-jupe, collectait les pièces de monnaie des gens aussi vite qu'elle le pouvait avant de remarquer que la foule s'énervait. Avant qu'elle ne se rende compte, l'enfer s'est déchaîné et une nuée d'enfants, d'adolescents et d'adultes surexcités se sont engouffrés dans le hall principal du bâtiment, descendant l'escalier étroit menant au gymnase. Avec une grande rapidité, Jessica a rassemblé l'argent, Diddy n'étant pas loin derrière elle, et ils ont dévalé les marches menant au gymnase en s'assurant de fermer la seule porte ouverte derrière eux, empêchant ainsi toute autre entrée à l'intérieur du gymnase. Mais ils étaient loin de se douter que ce serait la pire erreur à faire. Avant que le chaos n'éclate, Puffy avait engagé son équipe de sécurité habituelle, connue sous le nom de Slick and the Fam, composée de son garde du corps personnel de l'époque, Jane Deal. Avant l'événement, Diddy a fait savoir qu'il organisait le match de basket et qu'il avait besoin de Jane pour constituer son équipe de sécurité, ce que Jane a accepté. Rassemblant un total de 18 personnes, l'équipe était installée et prête à travailler le lendemain. Jusqu'à la toute dernière minute où Diddy a appelé Jane au téléphone pour lui demander de réduire le nombre de 18 à 8. Tu es sûr de toi ? Lui demande Jane. Face au changement abrupt de personnel de Diddy, c'était un sacré coup de pouce intuitif de la part de Jane que Diddy aurait probablement dû écouter. Néanmoins, les ordres de Diddy ont été suivis et les agents de sécurité sont venus sécuriser le bloc le jour du 28 décembre.
D'autres services de sécurité avaient été prévus. Entre 50 et 60 agents de la police de New York, 38 agents de sécurité du campus de College City, des gardes privés engagés par les sponsors de l'événement, et Heavy D lui-même a fait appel au Fleet of Islam, la branche de sécurité de Nation of Islam. Les gens faisaient la queue depuis des heures, certains depuis 2 heures du matin, jusqu'à l'horaire de l'événement planifié à 18 h qui ne commencerait que plusieurs heures après. Lentement mais sûrement, 5 personnes à la fois sont autorisées à pénétrer à l'intérieur du bâtiment du collège afin d'être fouillées par les quelques fonctionnaires en poste, ce qui n'est pas du goût de la foule qui grossit de plus en plus à l'extérieur. La foule s'agace et devient indisciplinée de minute en minute, de plus en plus de gens se présentent, mais seulement moins de 2000 billets ont été vendus alors que le gymnase possède une capacité d'environ 2750 personnes seulement. Pourtant, plus de 5000 personnes se sont présentées afin d'essayer d'obtenir les 1700 billets vendus à l'entrée principale. Il est 19 h et avec des milliers de personnes attendant toujours à l'extérieur, la tension atteint son point d'ébullition, mais pas avant que le maître de cérémonie lui-même, LL Cool J, ne traverse la foule et pénètre à l'intérieur du bâtiment, suivi du champion de boxe lui-même, Mike Tyson. Inutile de dire que les gens sont devenus fous en voyant ça. Les gens poussaient, se bousculaient pour faire avancer par tous les moyens la file d'attente. C'est à ce moment-là que le manager de Diddy a saisi les plateaux qu'ils utilisaient pour cacher l'argent et a pris la fuite en s'assurant de fermer la seule porte menant au gymnase, bien que 3 autres portes se trouvaient juste à côté et qui n'ont jamais été ouvertes pour une raison inconnue. À l'intérieur du gymnase, l'ambiance était totalement différente. Fun, décontractée, bon enfant et ordonnée. Tout le contraire de ce que l'on pouvait voir à l'extérieur. Les artistes s'échauffent avant le début du match, des séances photos ont lieu et plus de la moitié des gradins n'ont pas encore été remplis. Le jeune Dame Dash était également présent et heureusement on l'avait laissé entrer dans le gymnase un peu plus tôt. Cependant, à l'extérieur des portes, le chaos était total. Une fois que la porte vers laquelle Jessica Rosenblum s'était précipitée a été fermée, l'espace étroit menant aux portes s'est immédiatement rempli de gens si serrés et compacts que la seule manière de décrire la scène serait de la comparer à une boîte de sardines. Les gens étaient les uns derrière les autres, membres contre membres, sans aucune place pour tourner la tête de gauche à droite. Des témoins affirment même qu'ils étaient tellement serrés que leurs pieds ne touchaient même plus le sol à un moment donné. À l'intérieur, les gens passaient un agréable moment, ils ne se rendaient pas compte qu'à quelques mètres de là, la foule qui se trouvait en bas des marches luttait pour sa vie. Il n'y avait nulle part où aller pour ces gens et aucune façon de bouger, tandis que les gens derrière eux continuaient à se frayer un chemin, ignorant que ceux qui se trouvaient en bas des marches s'évanouissaient lentement écrasés par la mort. 15 minutes passent et tout le monde ignore encore ce qui se passe vraiment. Alors que le match bat son plein, les gardes de sécurité à l'intérieur du gymnase, après avoir réalisé ce qui se passait, n'ont pas réussi à ouvrir les portes de l'entrée principale du gymnase afin de relâcher la pression de la foule contre ces mêmes portes. Mais malheureusement, ces portes étaient censées s'ouvrir vers l'extérieur en direction de la foule et non pas vers l'intérieur en direction du gymnase. Heureusement, Jendil et son équipe ont repéré le bâtiment à l'avance et ont trouvé plusieurs sorties vers lesquelles ils se sont précipités afin d'ouvrir ces portes, permettant ainsi à la foule d'entrer et de soulager un peu la pression. Les portes principales ont fini par s'ouvrir et les corps, dont certains étaient empilés les uns sur les autres, ont été tirés à l'intérieur du gymnase et transportés sur le côté. Avant que quiconque n'ait pris conscience de l'ampleur de ce qui s'était vraiment passé, une annonce a été diffusée par l'interphone, annulant le reste du match et informant les spectateurs que 3 personnes étaient mortes. Mais avant que les gradins ne se vident, une puissante explosion s'est fait entendre, déclenchant une nouvelle ruée, cette fois à l'intérieur du gymnase. Une panique totale s'est emparée de tout le gymnase. Les gens ont commencé à se pousser, les personnes en bas des gradins se faisaient piétiner, tandis que d'autres sautaient des gradins pour atterrir sur le sol du gymnase, piétinant encore plus les personnes qui se trouvaient en bas. Une survivante, Charmaine Jones, qui avait été prise dans la vague à l'extérieur du gymnase, se souvient d'avoir été poussée à travers une vitre qui a explosé sous la violence du choc. Elle découvrira plus tard que c'était cette explosion que les personnes à l'intérieur du gymnase ont pris pour des coups de feu. Elle et ses amis se sont stratégiquement cachés dans une cabine de toilette jusqu'à ce que la situation se calme. Avant le match, elle avait placé une mandarine dans la poche de sa veste et lorsque tout s'est calmé et que la voix a été dégagée, en souhaitant manger son fruit, Charmaine s'aperçut qu'il n'en restait plus que la peau tellement elle avait été écrasée. Pendant ce temps, d'autres personnes à l'intérieur et à l'extérieur du gymnase tentaient de porter les premiers secours en attendant l'arrivée des services médicaux d'urgence. Se frayant un chemin à travers l'avalanche de personnes, l'ambulancier Alan Melendez se souvient avoir dû attraper un homme au cou brisé pour le hisser contre un mur afin d'éviter qu'ils ne se fassent piétiner tous les deux. Un autre homme s'était cassé la jambe après avoir été poussé contre une table dans le hall de l'immeuble. Et là, vous devez vous demander où se trouvait Puffy dans tout ça, n'est-ce pas ?
Eh bien, à part rassembler ses sacs d'argent et se faufiler à l'intérieur du gymnase avant que les choses ne se gâtent vraiment, une fois que les corps ont été transportés à l'intérieur, Didi se trouvait juste à côté d'eux en aidant ceux qui étaient dans le besoin et en essayant de donner les premiers soins en compagnie des services médicaux. Le rappeur Dougie Fresh, qui était également présent, est resté 3 heures après les faits pour s'occuper des personnes dans le besoin. Lorsque tout a été nettoyé, il a été déterminé que 8 personnes avaient perdu la vie et qu'une femme avait succombé à ses blessures le 1er janvier 1992. Les victimes étaient âgées de 15 à 28 ans. Jabal Renee, 15 ans, dont les parents ont fait de leur mieux pour la protéger des rues du Bronx. Leonard Nelson, 17 ans, un quarterback introverti et poli à souhait. Sonia Williams, 20 ans, étudiante en soins infirmiers, toujours prête à aider ceux qui en ont besoin et qui avait été plus attirée par le message de sensibilisation au sida du match que par le match lui-même. Dirk Swain, 20 ans, qui a survécu à une balle dans la tête 3 mois auparavant, était un passionné de basketball qui jouait souvent dans les parcs des environs et préparait une licence en 5 ans à l'université d'Hampton. Il prévoyait de reprendre ses études au début de l'année et devait subir une nouvelle opération pour sa blessure à la tête au printemps. Charisse Ann Noel, 26 ans, une fervente pratiquante. Yule Dagan, 24 ans, un jeune diacre tranquille, aimant le sport, qui avait été actif dans un mouvement de jeunesse évangélique, partageant souvent la parole de Dieu avec les autres. Darren Brown, 29 ans, un père dévoué à sa fille Brittany, dont la mère est morte pendant l'accouchement. Il était en train de jouer avec son bébé lorsqu'un de ses amis est passé et l'a convaincu d'aller voir le match. Il avait également fait partie de l'équipe de tournée de l'un des artistes vedettes de l'événement, Nice and Smooth, qui était également présent à l'événement. Puis il y a eu Dawn McCain, 20 ans, qui a été placé sous assistante respiratoire, mais qui est décédé à l'hôpital après que sa famille ait décidé de le débrancher. Ces 9 vies avaient été impitoyablement emportées à cause de l'asphyxie provoquée par le mouvement de foule. Parmi les morts, on comptait une femme enceinte qui s'était retrouvée coincée entre un panneau de verre brisé et qui se trouvait être la mère du rappeur Father MC. Malheureusement, elle et le bébé n'ont pas survécu. L'administration de l'ancien maire de New York, David Dinkins, a publié un rapport à la suite de la tragédie. 67 pages intitulées « Un manquement à l'obligation de rendre des comptes » qui impute à Heavy D et à Puffy la responsabilité d'une sécurité insuffisante et à Puffy en particulier celle de déléguer des responsabilités à des personnes trop inexpérimentées pour gérer un tel événement. Didi, Heavy D, College City et d'autres ont été frappés par des procès successifs qui se chiffrent en millions. Didi a fini par payer environ 750 000 $ pour régler le dernier procès qui s'est déroulé en l'an 2000, tandis que la ville, Heavy et une société de sécurité ont payé le reste. Le juge impliqué dans l'affaire, Luigi Benza, a déclaré: il ne faut pas être Einstein pour savoir que les jeunes qui assistent à un concert de rap et qui ont payé jusqu'à 20 $ le billet seraient surexcités et pas faciles à contrôler s'ils ne réussissaient pas à obtenir l'entrée à l'événement qui avait été surmédiatisé. Dans les grandes lignes, il a été déterminé que de multiples facteurs étaient en cause. Le manque de sécurité, les protocoles inappropriés, la réponse terne de la police de New York et son hésitation à entrer dans le bâtiment même après que les appels au 911 aient été passés. En fait, ils ont même été filmés en train d'annuler des appels alors qu'ils patrouillaient dans les rues dans des fourgonnettes afin d'arrêter la foule insouciante qui envahissait les routes et ont ignoré l'appel des promoteurs à réparer les erreurs commises cette nuit-là. La cause de ce tragique incident repose également sur la foule impatiente qui était bien trop concentrée sur ses propres besoins plutôt que de se soucier des vies qui se trouvaient en bas des escaliers. L'appareil photo de Darren Brown, qu'il avait apporté dans l'espoir de capturer des souvenirs sur pellicule, reste encore introuvable. Des chaussures ont été volées et une veste et un sac à main appartenant à une femme évanouie sous la pile de corps avaient également disparu. Depuis l'incident, Didi a exprimé de profonds remords et des regrets douloureux, insistant sur le fait qu'il était bien plus préoccupé par le sort des victimes que par son propre profit. D'un autre côté, les gens n'ont pas hésité à souligner les failles de son témoignage. Un témoin a déclaré l'avoir vu avec une femme que nous connaissons maintenant sous le nom de Jessica Rosenblum s'éloigner du guichet de la vente de billets vers 19h, Puff tenant de gros sacs d'argent dans ses bras. Didi a gagné 25 000 $ grâce à l'événement, qui ont été remis à la mairie de New York jusqu'à ce qu'une enquête plus approfondie soit menée. Bien qu'il ait engagé sa propre équipe de sécurité, il a quand même menti aux responsables du College City of New York sur l'obtention d'une assurance couvrant les accidents lors de l'événement et a menti sur la survente des billets tout en sous-estimant la nécessité de faire appel à une sécurité plus importante. Pour aggraver les choses, aucun organisme de bienfaisance lié à l'événement n'a jamais été trouvé. Autrefois simple promoteur débutant sa carrière dans le monde de la musique, Didi était désormais connu dans les médias comme le méchant de la tragédie du rap. Et à l'instar de Travis Scott, il faisait profil bas dans la presse. Le College City a accueilli des matchs de basket de célébrités dans le passé et n'a jamais eu de problème.
Désormais officiellement viré d'Uptown, cela n'a pas empêché Diddy de construire son empire en faisant fi de la controverse entourant son label Bad Boy, qui l'a propulsé dans le rôle de Puff Daddy, qui a pris le dessus à la fin des années 90, et le Diddy que nous connaissons tous aujourd'hui. Cependant, en cette effrayante soirée du 28 décembre 1991, il était un promoteur inexpérimenté qui avait tout simplement perdu la tête. Voici ce qu'il explique encore aujourd'hui. College City est une chose à laquelle je fais face chaque jour de ma vie. Mais les choses auxquelles je fais face ne peuvent en aucun cas se mesurer à la douleur que les familles doivent affronter. Je prie simplement chaque jour pour les familles et les enfants qui ont perdu la vie lors de cet événement. Le College City Stampede est un souvenir perdu depuis longtemps, oublié dans les limbes des médias. Aujourd'hui, nombreux sont ceux qui ne savent même pas qu'un tel événement s'est produit. C'est pour cette raison que nous avons abordé ce sujet aujourd'hui afin de garder ce souvenir vivant et honorer les noms des 9 vies qui ont été perdues ce jour-là. Et vous connaissiez la tragédie de College City ? N'oubliez pas de laisser des commentaires pour partager avec nous votre avis et opinion sur toute cette histoire et peut-être nous apporter des idées neuves sur tout ça. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton d'abonnement pour rester à jour sur toutes nos vidéos. À bientôt!